Heureuse de vous retrouver en ce premier jour de la semaine pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les grands titres de ce grand direct. Dans ce journal, nous parlerons des scrutins de 2023 en République démocratique du Congo avec la sécurisation du processus électoral au Nord Kivu qui était au menu de la rencontre du comité provincial des sécurités élargi à la délégation de la Commission électorale nationale indépendante sous la conduite de son deuxième vice-président, Didi Manara. Enfin, le plan de relance de la minière de Bakwanga évalué à 453 millions de dollars américains a été validé. C'était au cours de l'atelier de restitution et de validation de ce document présidé par la ministre du portefeuille, Adel Keinda. Et là-bas, les élèves de l'Institut technique du cinquantenaire de Kafankumba sont dans le chef-lieu pour un stage de professionnalisation. Ces apprenants de cet institut public ont profité de l'occasion pour remercier l'autorité provinciale pour la réfection de leur établissement ainsi que la construction d'un atelier propre à cette école. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Merci, Madame, Messieurs, de nous choisir pour vous informer. Je viens de vous le dire. Sécurisation du processus électoral au Nord Kivu au menu de la rencontre du comité provincial des sécurités élargi à la délégation de la Commission électorale nationale indépendante sous la conduite de son deuxième vice-président, Didi Manara. Pour la CENI, toutes les mesures sont en train d'être prises pour qu'aucune partie de la République ne soit écartée aux prochaines élections. Je vous propose de suivre les détails dans cette correspondance de Patrick Sialoa depuis Goma. Réunion ce lundi au gouvernorat des provinces du comité provincial de sécurité élargi à la délégation de la CENI conduite par son deuxième vice-président Didi Manara sous la présidence du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant. La sécurisation du processus électoral au Nord Kivu, avec le lancement de l'enrôlement le mois prochain, était le seul point à l'ordre du jour. Nous venons d'avoir cette importante réunion avec le comité provincial de sécurisation du processus électoral sur comment nous allons mener pacifiquement toutes ces opérations de sensibilisation puis d'enrôlement. Et le 20 décembre de cette année, le vote des élections générales ici dans le Nord Kivu. Donc nous sommes venus nous acquérir des réalités sur terrain. Vous savez que le Nord Kivu, c'est à ses spécificités. Le pays connaît une agression, mais vous savez que les élections sont une opération faite pacifique qui réunit les Congolais et qui dote au pays ses dirigeants. Didi Manara déclare que la CENI veut se rassurer qu'aucune partie de la République ne soit écartée aux élections prochaines, comme ce fut en 2018, et compte sur le soutien de tous. Vous savez, au cycle passé, dans le Grand Nord, la population n'a pas pu voter le président de la République. Nous ne voudrions pas que cette situation puisse encore avoir lieu. Nous voudrions vraiment que ce processus soit totalement inclusif. Et nous pensons que d'ici un mois, parce que l'enrôlement ici au Nord Kivu, comme dans l'ère opérationnelle numéro 3, commence le 16 février et se termine le 17 mars, nous pensons que d'ici là, la situation va évoluer positivement avec l'appui de tout le monde. Nous avons appris qu'il y a même des forces internationales qui sont ici, la MONUSCO, les AC, je ne pense pas qu'ils sont ici pour rien, mais c'est pour aider la République. Soulignant que la formation des préposés qui seront déployés pour les opérations électorales au Nord Kivu a été lancée dimanche à Goma par le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, M. Paul Vaumawa. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo pour parler de la culture avec l'équipe du festival Amani qui annonce qu'elle tient la 9e édition de cet événement à Goma et à Bukavu en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Habituellement tenue à Goma, les concerts de cette année auront lieu dans la capitale du Sud Kivu le 10, 11 et 12 février et d'autres activités connexes restent à Goma telles que Amani Entrepreneur, la
résidence artistique ou la rencontre des bénévoles. Le festival Amani, comme le nom veut le dire en swahili, paix, est le plus grand événement culturel de la partie est de la RDC qui se tient habituellement en 3 jours au mois de février de chaque année depuis 2013 dans un contexte de la construction de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ce qui fait l'identité fondamentale du festival Amani est le partage fraternel de la musique et de la danse au cœur de la culture africaine, le mélange des festivaliers et des associations, le plaisir de la foule, du vivre ensemble et de la convivialité. Cette année, le gouvernement provincial du Nord Kivu a demandé de ne pas tenir les 3 jours de concert du festival Amani à Goma car la probabilité qu'un incident sécuritaire se produise est très élevée au regard de la situation d'insécurité aux environs de Goma. Dans ce contexte d'incertitude et dans l'impossibilité de dégager une nouvelle date à Goma dans les prochains mois, l'équipe a estimé qu'il n'était pas opportun de reporter le festival 2023. Cette année, le gouvernement provincial du Nord Kivu a demandé de ne pas bien sûr tenir ces 3 jours de concert à Goma. Alors nous allons aller dans le Grand Kasaï, précisément dans le Kasaï oriental, comme nous l'avons annoncé dans le titre, inscrit dans la loi des finances 2022. Le plan de relance de la minière de Bakwanga, MIBA en abrégé, évalué à 453 millions de dollars américains, a été enfin validé au cours de l'atelier de restitution et de validation de ce document. Cette rencontre a été présidée par la ministre du portefeuille, Adel Kainda. Ces travaux ont été lancés depuis l'année passée. Dorcem Teb nous donne les détails dans ses commentaires. L'heure de la relance de la minière de Bakwanga MIBA a sonné. Les travaux d'élaboration du plan d'exécution a été validé. Le montant fixé pour ce projet est évalué à 453 millions de dollars américains. D'après la ministre du portefeuille, citée par Radio Okapi, sur les 453 millions de dollars fixés pour une période de 5 ans, 149 millions seront décaissés en première phase. À côté de cette enveloppe, un plan d'investissement de plus de 160 millions a aussi été validé pour accompagner la relance de l'entreprise pendant 3 ans, renseigne la même source. Par ailleurs, 35 millions de dollars de ce plan d'investissement seront décaissés au cours de la première année. La ministre du portefeuille a promis de s'impliquer pour le décaissement de ces fonds. La MIBA sera restructurée et dotée d'un plan de financement pour son redressement. La MIBA avait besoin des centaines de millions pour relancer totalement ses activités depuis près de 2 décennies. En septembre 2020, le gouvernement congolais avait décaissé 5 millions de dollars américains pour relancer les activités, mais qui ont servi juste à la paye du personnel, selon le directeur AI, Paulin Lukusa. Lors de son arrivée le 19 septembre 2022 en Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avait promis à la jeunesse de cette contrée de relancer les activités de cette entreprise minière afin de réduire le taux de chômage. Anciennement fleuron de l'économie congolaise, la société a connu un effondrement vertigineux de la production qui est passé de 9 556 436 carats en 1990 à 38 788 carats en 2020. Parallèlement, la production vendue est passée de 9 650 448 carats en 1990 à seulement 14 471 en 2020. Ainsi, les recettes sont tombées de 102 573 220 dollars en 1990 à 448 000 dollars en 2020. Revenons en province pour parler de l'actualité et nous commençons par l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les bâtiments de l'école primaire Kayeke, dont la toiture a été emportée par les pluies, viennent d'être remis à neuf. 3 ans après cette catastrophe, l'honorable Gaston Mouchid s'est personnellement impliqué pour la réhabilitation de cette école appartenant à l'église méthodiste. On se croirait à une cérémonie de rentrée des classes. Une euphorie spontanée manifestée par ces élèves de l'école primaire Kayeke, située au quartier Kamagnola dans la commune Manika. Cet établissement scolaire appartenant à l'église méthodiste unie vient d'ouvrir à nouveau ses portes ce lundi 9 janvier 2023, après 3 ans d'inactivité. 3 blocs de 4 classes chacun ont été décoiffés par les pluies.
Aujourd'hui, ces élèves peuvent rentrer dans leurs classes respectives avec sourire aux lèvres grâce à l'implication personnelle de l'honorable député Gaston Mouchid. Le directeur revient sur le calvaire enduré. L'Église méthodiste aussi tient à vous remercier pour cet acte que vous venez encore déposer pour la énième fois. Il y avait eu l'emportement des toitures. On n'avait pas assez de moyens pour encadrer nos enfants. Il y avait eu vagabondage des élèves. Il y a ceux-là qui étudiaient de l'autre côté, du côté Chikopu. Alors ça nous a causé un peu de difficultés. Tenant à l'éducation et au futur assuré de ses élèves, l'honorable Gaston Mouchid n'a pas hésité de venir à leur rescousse par la réhabilitation des 10 bâtiments. Il motive ici le sens de ce geste. On continuera à se battre de manière à ce que le peu que Dieu va nous donner, que nous puissions faire œuvre utile de manière à ce que nous puissions tant soit peu rencontrer vos besoins. Nous remercions par la même occasion l'entrepreneur Platon qui a travaillé dans un temps record. Le responsable de la province éducationnelle Lualaba a pris part à cette cérémonie qui traduit la bienfaisance de cet élu de Kolwezi. Après une réunion qui a réuni les cadres du PPRD le 4 janvier dernier, ce parti politique a annoncé le boycott des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs faute de crédibilité des animateurs de la centrale électorale. Cette décision officielle de ce parti d'opposition présage-t-elle des contestations pré-électorales, post-électorales après la publication des résultats de scrutin de 2023? Léopold Kingo a rencontré des analystes qui tentent de répondre à cette question. C'est officiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a décidé de boycotter les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs lancées en décembre dernier à cause du manque de crédibilité de l'équipe des animateurs de la CENI ne comprenant pas d'opposants. Cette décision est une erreur de lecture selon Théodore Mafo, analyste politique. Eh bien, ce serait une erreur, n'est-ce pas? Si tel est le cas, parce qu'ils boycottent ou pas, les élections se tiendront, auront lieu. Et c'est un devoir civique. Tout citoyen doit en tout cas s'acquitter de cette obligation morale et civique. Voyez-vous, et ça donne goût, ça donne leçon, étant donné que c'est le PPRD qui a donné le ton avec les autres partis pour qu'aujourd'hui on soit au 4e cycle électoral. C'est une fierté pour le Congo, mais arriver à ne pas participer, ça serait un peu comme trahir, comme boycotter. Peut-être qu'ils ont des raisons profondes. Si Gustave Moulongoy pense aussi que c'est une erreur, il minimise pourtant les conséquences post-électorales de cette décision. Et par conséquent, je crois que le PPRD serait un grand perdant dans ce processus électoral. Parce que s'ils n'arrivent pas à s'aller, ils n'auront pas voté, donc ils n'auront pas de députés au niveau national, ils n'auront pas de députés au niveau provincial, ils n'auront pas de mandataires non plus. Donc, le PPRD va s'effacer sur le plan politique. Contrairement à Théodore Mafo qui pense qu'il y aura des conséquences non négligeables et suggère un dialogue entre les parties prenantes. Conséquence, c'est un peu de légitimité et même de confiance qu'on doit avoir par rapport, disons, à la légalité, voyez-vous. Et qui va en pâtir? C'est toujours le peuple citoyen congolais. Il faut écouter les uns et les autres. Il faut qu'il y ait ce dialogue. Voyez-vous, parce que ça, moi je me rappelle, le mandat passé, il y avait crise dans ce sens-là. En des ressources qui sont rencontrés, je crois que c'était chez les curés là-bas, on a su trouver une solution et on a organisé les élections. Lors du scrutin de 2006, l'UDPS avait également décidé d'opter pour cette politique de la chaise vide qui n'avait pas préjudicié le processus électoral, ont mentionné les deux analystes. Toujours en politique, le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a tenu une conférence de presse ce lundi 9 janvier à Kisantou, dans la province du Congo central. Au cours de cet échange avec la presse locale, l'ancien Premier ministre a désapprouvé la pratique des alliances politiques. Pour lui, cette pratique n'apporte pas de développement. Par contre, il estime que les candidats devraient se mettre ensemble autour d'un programme de gestion commune avant les élections présidentielles de décembre 2023. Il invite donc le peuple congolais à donner désormais la majorité à un camp politique sur fond d'un projet de société clairement établi et lui présenter en lieu et place des promesses populistes juste pour décrocher le mandat.
On va parler d'autre chose. Les acteurs de la société civile du Lualaba ont publié le communiqué de presse numéro 001 du 1er janvier 2023 dans lequel ils dénoncent la campagne électorale prématurée des candidats à la présidentielle de 2023 faite par certains politiques. Pour eux, cet état de choses viole les dispositions légales. Ils demandent au CISAC de sanctionner les médias qui violeraient la loi, mais également à la Commission électorale nationale indépendante de veiller à ce que le processus électoral passe dans le respect des lois. Suivez Josué Kachal, acteur de la société civile, dans cet extrait choisi par Oscar Kalambay. Vous avez suivi tous les présidents de l'Assemblée nationale, là où les partis avaient déjà commencé à battre campagne pour un candidat. Ce n'est pas un secret, il a battu campagne pour le président de la République. Or, cette façon de faire les choses n'est pas bonne, c'est déjà prématuré. Et que vous voyez un membre du gouvernement ou un député dit je demande à mes électeurs tous de voter pour tel candidat. Toutes ces campagnes-là se passent toujours dans des médias. Alors, c'est comme ça que nous avons formulé des recommandations à CISAC, qui est l'organe habilité à gérer souvent plus le média, à bien voir cet état de choses. Parce que si tout le monde commençait à battre campagne maintenant, ça serait déjà violé, n'est-ce pas, les dispositions légales par rapport au processus électoral. Et voilà pourquoi nous avons interpellé la CENI ainsi que le CISAC pour essayer un peu de voir de près cet état des choses. En éducation, dans le but de rappeler au gouvernement congolais ses engagements en faveur des enseignants, le comité de l'intersyndicale nationale a annoncé un arrêt de cours sur l'ensemble du territoire national de ce mardi 10 janvier 2023. Cet arrêt de cours sera lancé à travers un sit-in non-stop à Kinshasa au ministère des Finances. L'intersyndicale accuse le ministre des Finances de s'ériger en obstacle au paiement des arriérés des primes des enseignants. Là-bas, les enseignants sont appelés à rester à la maison car cette démarche annonce les débuts de la grève. Retrouvez Paul Vissoupé, président du syndicat, dans ses propos recueillis par Grace Kalong. Voilà, donc c'est le comité de l'intersyndicale nationale qui a donné ce communiqué qui consistait à observer un arrêt de cours à partir de demain mardi. C'est-à-dire on a demandé à tous les enseignants de reprendre les cours aujourd'hui, surtout ceux du primaire, qu'on reprenne aujourd'hui. Et demain, il y a un sit-in qui est organisé au niveau de Kinshasa. C'est un sit-in non-stop. Et comme à Kinshasa, on aura ces sit-in non-stop, nous, dans les provinces, nous allons demander aux enseignants de rester à la maison en attendant que la solution soit trouvée au niveau de Kinshasa. On réclame deux choses. La paye de complément de la prime de gratuité à l'école primaire. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement, depuis le mois de juillet, a promis aux enseignants du primaire de leur donner une prime qui était au départ de 30 000 et devait ajouter 20 000. On a constaté que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il a promis aux enseignants. Donc ils sont en retard de 5 mois presque. C'est pourquoi on a préféré suspendre d'abord le cours en faisant un sitting au ministère du Budget et des Finances où on va déposer un mémo demain et après ils nous diront quoi faire après avoir déposé le mémo. Parce que là on ne peut plus voiler, parce que là maintenant c'est au niveau national, c'est une grève qui vient de commencer. Le gouvernement a débloqué une somme d'argent pour couvrir cette prime de gratuité qui ne se trouve pas dans la ligne budgétaire. Alors en ayant fait cet exercice-là, maintenant le ministre des Finances, c'est ce dernier qui bloque, qui ne veut pas libérer parce qu'il n'a pas de justification à donner. C'est le fonds que le chef de l'État a autorisé les ministères de notre sous-secteur d'allouer ces fonds-là aux enseignants. Le ministre des Finances qui bloque la machine. Sur ce même chapitre, comme je l'ai annoncé dans le titre, les élèves de l'Institut technique du cinquantenaire de Kafankumba sont à Kolwezi pour un stage de professionnalisation. Ces apprenants de cet institut public en ont profité pour remercier la vice-gouverneure du Lualaba pour la réfection de leur établissement scolaire et la construction d'un atelier propre à cette école. Teddy Dizomba nous donne le détail.
Dans le but de concilier la théorie à la pratique, les élèves de l'Institut technique du Cinquantenaire, un établissement scolaire se trouvant à Kafankumba dans le territoire de Sandoa, ont effectué le déplacement jusqu'à Kolwezi. Le manque d'appareils industriels à l'intérieur de la province est la raison majeure qui a poussé ces apprenants à se rendre à plus de 500 km de leur localité. Nous avons quitté Kafakumba à vélo et à moto avec les élèves jusqu'à Kassaji. Kafakumba à Kassaji, ça fait à peu près 105 km. Le 29, nous avons pris notre bus jusqu'ici à Kolwezi, le temps d'installer les élèves. Et le 2 janvier, ils ont commencé leur stage qui va prendre fin le 21. Et les élèves d'abord découvrent les machines, ils ne font qu'étudier les machines, mais jamais n'ont vu ces machines. Et quand bien même que la province a réhabilité toute l'école du Cinquantenaire depuis 2021 jusqu'en 2022. Merci à Maman Gouverneur parce qu'elle nous a construit un atelier moderne, mais cet atelier n'est pas encore équipé. L'objectif de ce stage de perfectionnement, c'est également de permettre à ces jeunes entrepreneurs de développer leur contrée. Nous allons résoudre beaucoup de problèmes au niveau de l'intérieur. Ces élèves peuvent fabriquer les bancs pupitres pour pouvoir suppléer à ce besoin par rapport au territoire de Sando et par rapport au territoire de Kapanga. Et ils sont capables de fabriquer les autres meubles pour le bien de la population et pour le développement de notre coin qui est Kafakumba. Sous l'œil vigilant du formateur, ces élèves apprennent l'utilisation des machines industrielles. Reconnaissant de la réhabilitation de leur école, ces apprenants ont profité de notre caméra pour remercier l'autorité provinciale. Toute notre gratitude à vous-même, Madame Fifi Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, pour avoir réhabilité complètement l'Institut technique du Cinquantenaire de Kafakumba et pour avoir construit un atelier moderne de menuiserie. Cependant, nous sollicitons votre implication personnelle à l'équipement de cet atelier moderne de menuiserie. Nous espérons que vous serez avec nous à la cérémonie de clôture de notre stage professionnel prévu le 20 janvier 2023. Les responsables de ces élèves ont également remercié certaines personnalités qui les ont soutenus, à l'instar du ministre Achille Mouteteke, élu du territoire de Sandoa. À l'issue de ce stage de perfectionnement, des brevets de participation seront décernés à ces élèves, suivis d'une exposition de leur réalisation ce 20 janvier 2022. Après la première édition du Festival provincial d'exposition d'œuvres d'art dénommé Sauti Amacho, l'impact de cet événement était au cœur des préoccupations de nos reporters. À ce sujet, Yolène Kazadi, directrice du musée de Kolwezi, a parlé de la sollicitation des artistes plasticiens Lualabais dans les pays étrangers. Le détail dans ce récit que nous signe Sarah Sompo. Tenue à Kolwezi du 17 au 22 décembre 2022, la première édition du festival Sauti Amacho a porté les fruits. Deux jeunes artistes plasticiens lualabais sont invités à Dallas et au Burkina Faso pour présenter leurs œuvres d'art, explique Yolène Kazadi, directrice du musée national de Kolwezi. Oui, cette activité a apporté un plus dans l'espace culturel, je peux dire. Là, nous avons reçu 2 invitations déjà. Ces artistes doivent aller représenter la province, la RDC, au niveau international. Il y a un au mois de janvier et l'autre, ça sera à Dallas pour le mois de février. La première édition du festival Sauti Amacho a attiré l'attention des Lualabais qui n'avaient pas la culture de passer au musée pour visiter. La fréquentation est différente de celle d'avant le festival, a-t-elle renchéri. Oui, jusque-là, les gens commencent maintenant à visiter le musée. Par rapport au début, il y a vraiment un très grand changement. Et ce goût de la culture est en train de s'implanter dans la vie quotidienne de Lualabais. Un calendrier d'activités est prévu pour l'année 2023, déjà à partir du mois de février, précise Yolène Kazadi. Nous avons tout un calendrier annuel que nous avons présenté. Donc cette année, ça sera vraiment une année que nous allons booster la culture. Et là, nous avons au mois de mars, nous allons organiser Regards croisés.
donc les artistes plasticiens Lubumbashi, Kolwezi. Et il y aura aussi une autre exposition au mois de février sur l'histoire de la ville. La première édition du festival Sauti à Macho était organisée à Kolwezi pour promouvoir les œuvres d'art des artistes plasticiens du Lualaba. Quittons la culture et parlons de la religion. Poursuite de la tournée diocésaine de l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba a communié ce dimanche 8 janvier avec les fidèles catholiques de la cité Moussonoï à travers la célébration eucharistique qui s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph. Les chrétiens catholiques de cette partie de la ville de Kolwezi étaient dans la joie d'accueillir chez eux le chef de l'église catholique de Kolwezi. Les détails avec Teddy Dizamba et Emmanuel Katede. Poursuivant sa tournée dans les paroisses du doyenné de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi s'est rendu ce dimanche dans la paroisse Saint-Joseph. Le prélat catholique a communié avec les chrétiens de cette partie de son diocèse à travers une célébration eucharistique. Dans son homélie, Richard Kazadi a invité les fidèles à offrir des dons à l'église, à l'instar des rois mages qui ont offert des précieux présents au Christ à sa naissance. Mkristo anapasha kujua kusaidia eklesia yake na kuisaidia na furaha, na wakati unaisaidia unapasha kuwa na furaha na unapasha kujua kama ni Mungu yeye ndiye anasaidia, kwa sababu eklesia ni mwili wa Kristo. Un chrétien doit contribuer à l'église. Vous devez offrir à votre Seigneur avec joie, à l'exemple de rois mages qui ont offert leur bien le plus précieux au petit Jésus à sa naissance. Car l'église est le corps du Christ. Pour marquer leur joie d'accueillir le prélat catholique, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph ont offert plusieurs dons à l'évêque de Kolwezi pour l'épauler dans la construction du diocèse. La célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, assistée par le curé doyen de cette paroisse, a vécu dans une ambiance festive. Les chrétiens de l'église Mirevin ont pris part à un culte spécial ce dimanche 8 janvier sous le thème « Avance en pleine eau ». Ce rassemblement de chrétiens avait pour objectif de rendre gloire à Dieu pour l'année écoulée et consacrer l'année 2023 entre les mains des dieux. Linda Kalinga nous fait le point. Différents temps forts ont marqué ce culte, entre autres le moment de célébration et de louange agrémenté par différentes chorales. Au cours de sa prêche, le représentant de l'église, le pasteur Jean-Louis Ndika, a donné le sens de cette rencontre spéciale. C'est un dimanche particulier parce qu'à travers ce dimanche, nous aimerions dédier l'année 2023 entre le mains de Dieu. Parce que nous restons convaincus. Si Dieu ne nous accompagne pas, eh bien aimé, nous n'allons pas aller loin. Nous aimerions consacrer l'année 2023 entre les mains de Dieu. Dans son message tiré de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 4, il appelait les fidèles à la démarcation pour ainsi aspirer à de grandes choses. Luc 5, verset 4. Autrement dit, nous voulons dire ceci. L'année 2023, c'est une année de profondeur. Nous n'allons pas nous limiter vraiment au superficiel. Nous allons entrer en profondeur pour que la parole de Dieu soit bien prêchée. Si nous parlons d'une année de profondeur, nous aimerions que les prédicateurs soient profonds. Nous aimerions que le culte parle de la profondeur. Et la profondeur que nous parlons n'est pas seulement spirituelle. Dans tous les domaines possibles, nous aimerions que nous soyons profonds.
À cette occasion, les fidèles de cette église ont présenté leurs intentions de prière et celles-ci ont été adressées à Dieu à travers l'orateur du jour. Les rencontres de 2023 à l'église Mirévin seront axées sur les thèmes Avance en plein eau. L'église Mirévin est située à la cité Manika sur l'avenue Matadi.